ressources énergétiques. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Combien de temps ? Ce que vous souhaitez. Je vous couperai si c'est trop long. Si on s'ennuie, je vous coupe. Voilà. Bon, alors je vais essayer de faire relativement court. Avant de répondre à cette question, on va faire, comme dans les bons devoirs de philo, un tout petit peu de définition des termes qu'on est en train de manipuler. En général, quand on parle de croissance, surtout avec des économistes, on parle de croissance de la production économique mesurée par le PIB. Oui. C'est bien de ça dont on parle. Quand on regarde la façon conventionnelle qu'on a d'aborder cette question, l'économie, telle qu'on me l'a enseignée à l'école, il y a essentiellement deux facteurs de production, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent et il y a du capital humain. Et vous mettez ça dans votre grande marmite et il vous en ressort une production. Alors, ce que l'ingénieur ou le physicien vous fera remarquer, c'est qu'il manque un ingrédient dans cette marmite qui s'appelle les ressources naturelles, puisque les lunettes que vous portez sont constituées d'atomes que nous sommes allés chercher dans la nature. Oui. Le micro dans lequel je parle est constitué d'atomes que nous sommes allés chercher dans la nature. Et d'une manière générale, tout ce que vous voyez autour de vous ne sont rien d'autre que des ressources naturelles, brutes ou transformées par notre activité. Donc, vous avez besoin de cet ingrédient dans la marmite. Du coup, ça veut dire que dans les facteurs limitants de l'économie, ce qu'on a coutume d'appeler la gestion des ressources rares, vous pouvez effectivement trouver le nombre de gens qui travaillent. Et là, on vient de vivre une crise dans laquelle c'est la suppression d'une partie des gens qui travaillent qui a causé le problème économique, enfin la suppression plus exactement de leur aptitude à travailler. Vous pouvez avoir un problème de défaut de capital humain, plus d'usines, plus etc. Mais vous pouvez aussi avoir un défaut de ressources naturelles. Par exemple, si vous n'avez plus de sable, eh bien, vous ne faites plus de béton avec du sable, même si vous avez des usines pour faire du béton et des gens prêts à travailler dans les usines pour faire du béton et des banquiers très généreux avec les gens qui fabriquent du béton. Alors, dans cet accès aux ressources naturelles, vous avez on va dire, un élément qui permet de les prendre dans leur ensemble d'une façon un peu simplificatrice, qui est l'énergie. Alors pourquoi est-ce que l'énergie permet de représenter l'accès aux ressources naturelles ? Parce que l'énergie en physique, avant que l'énergie soit des kilowattheures sur une facture ou une discussion sur le prix de l'électricité, l'énergie en physique, c'est la grandeur qui caractérise le changement d'état d'un système, exactement, qui quantifie le changement d'état d'un système. Donc dès que vous avez quelque chose qui change autour de vous, vous avez de l'énergie qui entre en jeu. Et plus le changement est important, plus la quantité d'énergie qui entre en jeu est importante. Donc l'énergie, c'est la quantification du changement dans le monde physique. C'est ça sa définition. Or, aller extraire des atomes de fer, de cuivre ou aller extraire des poissons de la mer, c'est toujours une opération de transformation. Et derrière, transformer du minerai de fer en petites cuillères, c'est aussi une opération de transformation. Donc l'énergie peut être considérée comme un marqueur agrégatif de l'ensemble de nos flux de production et de la capacité à accéder aux ressources. Vous voyez, si je vais creuser sous la maison de la radio, dans 1 mètre cube de terre que j'extrairai, je vais trouver tous les éléments du tableau de Mendeleïev. Les 92, ils y seront. Mais à des concentrations qui seront plus ou moins importantes, et en fonction de la quantité d'énergie que je peux consacrer à leur extraction de ce mètre cube de terre, j'ai accès à un plus ou moins grand nombre. Donc la définition de l'énergie aujourd'hui, effectivement, elle est réductrice. Hein. Oui, on la voit sous l'angle des prix. Oui, vous disiez la facture d'électricité, c'est pas que ça. On se tape sur la figure pour savoir si on va remplacer un réacteur nucléaire par des éoliennes. Mais en fait, c'est le fond du problème, c'est que l'énergie, c'est pas ça. L'énergie, c'est la capacité à transformer. Et il se trouve que quand vous regardez ce qui se passe depuis 2 siècles, physiquement, nous avons mis au travail des machines qui sont venues suppléer, et non seulement suppléer, mais remplacer notre corps. Donc il y a 2 siècles, l'essentiel de la force productive était fourni par nos muscles. Et puis progressivement, nous avons rajouté des travailleurs artificiels qui s'appellent des machines, qui se nourrissent d'énergie et qui sont aujourd'hui en fait venus produire à notre place. Si transitoirement la France a eu un PIB plus important que celui de la Chine, c'est pas parce qu'on était plus nombreux. On n'a jamais été plus nombreux que les Chinois. C'est parce qu'on avait plus de machines. Et la quantité totale de machines que vous avez sur Terre aujourd'hui a multiplié la puissance musculaire des hommes, des 8 milliards d'hommes, par un facteur de quelques centaines. Donc aujourd'hui, c'est vraiment les machines qui produisent. Et tant que vous n'avez pas de problème de nombre de gens pour piloter les machines, ce qui nous est arrivé pendant la crise du Covid, ou que vous n'avez pas de problème pour remplacer ces machines ou les alimenter en ressources naturelles, parce qu'un four à verre, il faut l'alimenter avec du sable et du carbonate de calcium, sinon il ne vous produit pas de verre, eh bien vous vous rendez compte que le premier facteur limitant de l'économie industrielle, dans laquelle nous sommes, même si on a beaucoup d'emplois de service, en fait on est dans une économie industrielle, c'est la quantité d'énergie et particulièrement la quantité de pétrole dont on dispose. Donc si vous regardez ce qui se passe depuis des décennies, c'est-à-dire depuis qu'on a des statistiques à peu près correctes sur ce qui se passe dans le monde, vous vous rendez compte que le premier facteur limitant de la production économique, c'est la quantité d'énergie dont on dispose. Et donc ça veut dire que pour demain, si vous avez moins d'énergie de façon imposée ou de façon délibérée, vous aurez moins de machines au travail, et donc vous aurez, au sens où on le compte traditionnellement, un PIB qui se contracte. Donc la réponse à la question « quelle croissance pour demain ?»
Ma vision de l'affaire, c'est qu'à un moment ou à un autre, ça ne sera plus une croissance au sens économique conventionnel du terme, ça sera une décroissance. Par ailleurs, quand vous regardez les statistiques européennes, vous vous rendez compte que cette décroissance, on y est entré de fait depuis 2007. Alors, ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas la crise des subprimes qui a causé la récession, c'est le stress sur l'approvisionnement pétrolier mondial qui a causé la crise des subprimes. On avait déjà un endettement qui avait commencé à croître depuis le premier choc pétrolier, qui est déjà un premier changement de vitesse sur l'extraction de pétrole dans le monde. Avant les chocs pétroliers, le pétrole croissait à raison de 8% par an dans le monde. On extrayait chaque année 8% de pétrole en plus que l'année précédente. Après les chocs pétroliers, ça descend à 1%. Donc c'est un énorme choc physique et ça crée l'endettement dans tous les pays occidentaux. Et en 2006, vous avez un deuxième choc pétrolier qui est que la production de pétrole conventionnel dans le monde, tout ce qui n'est pas le pétrole de schiste et les sables bitumineux, passe par un maximum et se met à décliner. Et ça, de nouveau, ça vous donne un énorme coup de pied dans la montagne de dettes accumulées. Et en Europe, l'approvisionnement pétrolier, il est parti pour se contracter à partir de maintenant, la quantité de pétrole qu'on peut rentrer en Europe. Et donc, mon pari à moi, pour les quelques décennies qui me restent à vivre, et pour les quelques décennies supplémentaires que mes enfants vont devoir vivre, c'est que nous n'allons pas devoir réfléchir dans un monde en croissance, mais dans un monde en contraction. Alors ça peut être très désagréable. Vous pouvez dire contraction plutôt que décroissance. Oui, parce que je parle de flux physique. D'accord. Alors après, on peut toujours décider qu'on valorise la connaissance 50% de plus chaque année et avoir un PIB qui facialement croît, si on veut. Mais ça devient une affaire de convention. Par contre, ce que je crois, c'est que l'énergie se contractant, les flux physiques, par définition, vont se contracter, puisque l'énergie, c'est les flux physiques. Et donc, de fait, la quantité de mètres carrés, de tables de chaises, etc., modulo un peu d'efficacité énergétique, mais dont les ingénieurs vous disent que ça ne peut pas croître jusqu'au ciel, le flux global dans lequel on s'inscrit. Et en fait, quand vous regardez bien, c'est déjà le cas. Depuis 2007, par exemple, la quantité de mètres carrés qu'on construit en Europe n'a plus augmenté. La quantité de tonnes qu'on charge dans les camions n'a plus augmenté. Donc, si vous regardez ce qui relève vraiment de la physique et pas de la valorisation conventionnelle, en fait, ça n'augmente plus déjà depuis que le pétrole européen s'est mis à décliner, et ça va s'accélérer malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, question de point de vue, dans les décennies à venir. Donc mon sentiment, c'est que le cadre intellectuel dans lequel il faut qu'on raisonne, c'est celui-là. Donc quand vous dites quelle croissance, c'est une nécessité ou c'est une volonté selon Ça ne dépend pas de nous. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que sur une planète qui fait 13 000 km de diamètre, il y a une limite qui ne dépend pas de nous, c'est que la planète fait 13 000 km de diamètre, qu'elle faisait 13 000 km de diamètre il y a 2 siècles, et que dans 2 siècles, elle fera toujours 13 000 km de diamètre, et que par ailleurs, notre économie est une économie minière, c'est-à-dire qu'elle repose sur l'extraction et la mise à la poubelle d'un certain nombre de ressources non renouvelables, commencer par les hydrocarbures, mais aussi les stocks de forêt qu'on exploite de manière non renouvelable, la potasse, le phosphate, etc., les minerais. Et que c'est très facile moi je fais démontrer ça à mes étudiants tous les ans, c'est très facile de montrer mathématiquement que ce truc-là ne peut pas engendrer une croissance indéfinie. C'est pas possible. Arithmétiquement, ça se démontre assez simplement. Allez, la décroissance, ou plutôt la contraction. Alors, pour finir, je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle. Je dis que c'est un cadre de réflexion imposé. D'accord, ça s'impose à nous. Exactement, et ça a déjà commencé. Et donc, tant qu'on réfléchit en se disant la croissance va revenir, comme notre cher ami Bruno Le Maire l'a dit au micro de BFM il n'y a pas très longtemps, et en disant c'est ça qui va payer la dette, on est en train de penser l'avenir dans un cadre qui relève d'Alice au pays des merveilles, donc on perd son temps, puisqu'on est en train de penser l'avenir dans un cadre qui ne peut pas arriver. Jean-Marc Jancovici, merci. On a bien compris le cadre que vous avez posé. Xavier Rago, je ne vais pas vous demander, intervenants Nelson qui nous écrit et Marie également. Allez, on commence par Marie qui nous dit la croissance ne peut être la réponse pour aujourd'hui et demain. Il faut repenser l'ensemble de notre système économique. Il n'est pas ni vivable ni durable. Pensez-vous que la décroissance sera de notre fait ou serait-elle simplement subie par la force des choses? Je vois sourire Jean-Marc Jancovici. Et Nelson qui ajoute « Pourquoi toujours parler de croissance et mettre la croissance au centre des débats et comme finalité ultime de nos politiques ?» Vous voyez, ça interpelle quand même les publics. La croissance, dit Nelson, est quantitativement limitée et qualitativement mauvaise, avec des problèmes de répartition. Peut-on avoir un autre objectif collectif plutôt qualitatif? Allez, qui commence? Allez, Jean-Marc Jancovici avec vous sur au fond, je crois que cette notion suscite une forme d'inquiétude, la croissance. Donc, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait parler de contraction pour répondre à Chloé Morin, c'était le mot contraction. Et j'ajoute personnellement, et on va pas trop s'éloigner de la question qui est posée initialement, mais vous dites décroissance, contraction, mais il y a quand même une hausse de la démographie galopante sur la planète. Oui.
Alors, il y a certainement une hausse de la démographie aujourd'hui, mais je le redis, la planète fait 13 000 km de diamètre, donc elle accueillera la population. C'est limité. Et il faut voir aujourd'hui que si l'essentiel de la planète mange à sa faim, c'est aussi dû à l'avènement des combustibles fossiles. Les combustibles fossiles, par exemple, ont permis à la productivité céréalière en France d'être multipliée par 5 à 6 au sortir de la dernière guerre mondiale. Ça, c'est les tracteurs, les engrais et les phytosanitaires, c'est-à-dire le pétrole et le gaz. Par ailleurs, aujourd'hui, on utilise dans les champs, on a rompu le cycle du phosphore et le cycle de l'azote et le cycle du potassium. Avant, on allait faire pipi et caca dans les champs, c'est comme ça que, et les animaux de trait faisaient pareil. Maintenant qu'on fait pipi et caca dans les stations d'épuration, on rétablit le cycle avec des engrais qui sont fabriqués de manière minière. Les engrais azotés sont faits avec du gaz et la potasse et le phosphore et le potassium sont par bateau de quelques mines voilà. Donc on a une agriculture minière aujourd'hui aussi qui permet une agriculture minière. Oui, bien sûr, on a une agriculture minière. Donc donc la question de la démographie est aussi une question en soi. Dans un monde durable, je suis pas complètement sûr qu'on puisse faire tenir 8 milliards d'individus. Pour répondre à la question, aujourd'hui, on sent bien en fait que les gens, ils ont une attitude assez ambivalente vis-à-vis de cette histoire de croissance, c'est-à-dire qu'ils en comprennent intellectuellement les limites, tout en ne comprenant pas le fait que les implications très concrètes d'une société en contraction, c'est que leur fiche de paye diminue. Voilà, enfin en contraction économique. C'est ça que ça veut dire en pratique. Ça veut dire qu'avec la même quantité d'heures de travail, vous vous offrez moins de mètres carrés, moins de robes, moins de tables, moins de chaises et moins de billets de cinéma, quand on peut y retourner après le Covid. Donc c'est bien ça que ça veut dire. Alors est-ce que c'est une catastrophe pour autant? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on va essayer au Shift Project d'apporter une réponse très concrète à cette affaire. Alors pourquoi nous on pense au Shift Project que de toute façon on n'aura pas le choix? C'est je l'ai dit tout à l'heure. En fait là, je vais aussi répondre à mon voisin de gauche. La hausse du temps libre, c'est parce qu'on a mis les machines au travail à notre place. Si on n'avait pas mis les machines au travail à notre place, on n'aurait pas la hausse du temps libre. Donc dans un monde où l'approvisionnement énergétique se contracte, on ne va pas avoir plus de temps en étant payé plus cher, on va avoir moins de temps en étant payé moins cher. Donc on va bosser plus pour gagner moins. C'est bien ça qui va se passer. La question, c'est est-ce que dans cette société-là, on peut retrouver du sens? Parce que c'est la seule contrepartie qu'on peut offrir. Dit autrement, à partir du moment où les gens vont de toute façon gagner moins, la seule bonne question pour moi, c'est est-ce qu'on leur offre une libération de l'angoisse quant à l'avenir. C'est-à-dire, ils disent, bon, très bien, je gagne moins, mais au moins je sais où ça s'arrête, et je sais que ça m'empêchera pas de me loger, de manger, etc., de tenir à mes enfants un discours qui est tout n'est pas foutu, et de me projeter dans l'avenir avec des projets. C'est ça, enfin, il me semble que c'est ça le truc vraiment important. Alors, je le redis, on va devoir le faire de gré ou de force. De gré, parce que quand on regarde ce que signifie de lutter contre le changement climatique, alors je vais sortir quelques pourcentages, mais ils sont à mon avis éclairants. Les combustibles fossiles aujourd'hui, c'est 80% de ce qui fait fonctionner la machinerie mondiale. Donc 80% de la machinerie mondiale qui a suppléé notre corps fonctionne avec du pétrole, du gaz et du charbon. Cette énergie prend l'atmosphère pour une grande poubelle en y mettant du dioxyde de carbone, qui est un gaz qui va provoquer du réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique a le potentiel, pour faire très court, s'il se monte à 4 ou 5 degrés en un siècle, en gros de tuer la moitié de la population et de faire que l'autre moitié vivra dans un monde désolé dont on ne voudrait pas pour nous-mêmes. Mais c'est ça qu'on est en train de préparer pour nos gosses. C'est ça dont on est en train de parler. Alors si on veut pas ça, il faut que la quantité de combustible fossile qu'on utilise dans le monde baisse de 5% par an. Donc tous les ans. 5% de moins que l'année précédente, ce qui est à peu près ce qu'on va avoir en 2020 à cause du Covid. Ça, c'est il faut. Il faut. D'accord. La physique vous dit 2 degrés, c'est ça. D'accord. Vous faites pas ça, vous avez plus de 2 degrés. C'est physique. Ça dépasse. Et c'est communément admis, ça. C'est communément connu, sauf que pour être très taquin, vos confrères le vulgarisent très peu. Mais c'est parfaitement connu dans le monde scientifique. De plus en plus, je vous rassure. Oui, mais enfin, ça devrait faire la matinale de France Info et de France Inter un peu plus souvent que ça ne le fait. Ça doit faire la une. Je suis d'accord avec vous. Bon. Parce que vous avez raison. Parce que c'est considérablement plus impactant pour l'avenir des Français que de savoir qui va remplacer Édouard Philippe au gouvernement. Oui. Je peux vous assurer. Nous dépensons beaucoup d'énergie à savoir cette chose-là qui ne change pas vraiment le cours des événements. Non, on passe beaucoup trop de temps médiatique à des discussions de bistrot qu'on peut tenir au bistrot, très bien, et en plus c'est plus sympa, et pas assez à nous occuper des vrais sujets de fond qui cadrent très très fortement nos degrés de liberté pour l'avenir. Donc 5% de moins par an, ça veut dire une société qui est physiquement en contraction. Donc la croissance verte, c'est comme une petite chanson pour enfants, c'est comme une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. Bon.
Bah non, ça n'existe pas. Xavier Rago n'est pas d'accord. Hein. Non, j'attends la démonstration mathématique que ça existe. Pour le moment, je l'ai jamais vu. Par contre, moi, je suis capable de vous démontrer que ça n'existe pas. Donc mais c'est pas très grave. Donc au Shift Project, et si on ne le veut pas, de toute façon, la contraction du pétrole, du gaz et du charbon est imposée par la géologie. En Europe, la contraction du charbon a démarré dans les années 60, parce que ça fait 2 siècles qu'on tape dans notre charbon. Le pic de production du charbon en Grande-Bretagne, c'est 1914. La contraction du gaz a démarré en 2005, année où la mer du Nord a passé son pic de production. Et la contraction du pétrole a démarré en 2006, c'est-à-dire le moment où la planète a passé son pic de production sur le pétrole conventionnel. Donc quoi qu'on fasse en Europe, de toute façon, notre approvisionnement fossile, il est parti à la baisse. Donc de toute façon, la croissance verte en Europe, on oublie, il n'y aura pas de croissance. Alors j'ai fini, au Shift Project, on a lancé un programme dont on va rendre les premières copies à la rentrée, qui est qu'est-ce qu'on propose comme avenir aux Français dans un monde dans lequel il faut décarboner l'économie de gré, parce que de toute façon, sinon ça se fera de force dans un contexte considérablement plus douloureux, et dans un contexte dans lequel notre premier sujet, c'est pas la dette publique, on s'en fout complètement, c'est l'emploi. Dit autrement, la vraie ressource rare, c'est la physique et l'emploi. Et si on essaye d'optimiser l'usage de ces vraies ressources rares, c'est-à-dire les gens qui bossent et les ressources physiques qu'on a à notre disposition, comment est-ce qu'il faut transformer la société ? Où sont les gagnants et les perdants ? Et c'est quoi le genre de métier qu'on aura besoin de faire demain ? Réponse oui, non, avant de passer la parole à Xavier Rago et Chloé Morin. Jean-Marc Jancovici, si on ne fait rien, c'est comme dans Ravage de Barjavel, c'est le crash. Alors je ne sais pas si ça va s'arrêter comme dans Ravage de Barjavel. Par contre, c'est un monde dans lequel vous avez un délitement progressif et de temps en temps des marches d'escalier qui sont franchies avec des crises non anticipées. Alors Xavier Rago, je vous ai vu maugréer. Je maugrais parce que je suis d'accord avec 99% de ce que dit Jean-Marc Jancovici. Et c'est sur la dimension physique, sur forcément il faut consommer moins de ressources naturelles, forcément il faut décarboner l'économie. Tout ça, c'est une certitude, et Jean-Marc Jancovici... Vous validez ça, ce discours mécaniquement, le problème, c'est le 1% d'après, où on saute dans l'économie, où là, je ne comprends plus du tout ce dont on parle. Il ne faut pas faire croire que la croissance... Et je pense qu'il y a un enjeu, mais je dirais qu'il y a même un enjeu pour réussir la transition écologique, un enjeu de redéfinir la croissance. Il ne faut pas laisser la croissance aux productivistes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Et je veux insister là-dessus, parce qu'on se trompe de débat. C'est quoi la croissance pour un économiste ? C'est la valeur des choses. C'est l'augmentation de la valeur des choses. C'est quoi l'augmentation de la valeur des choses ? C'est les gens qui décident de la valeur des choses sur leur valeur. L'histoire du capitalisme, c'est une histoire de l'abstraction de la croissance. Au départ, c'était la reproduction physique, l'agriculture. Ensuite, c'était le bien-être matériel et l'émancipation des femmes, avec le frigo et la machine à laver, qui a permis l'émancipation des femmes. Et dans la troisième période du capitalisme, c'est l'abstraction de la croissance avec le service. Attendez. Oui. Donc la question cruciale, c'est d'accélérer l'abstraction de la croissance et de redéfinir ce qu'on appelle la croissance. La croissance, c'est quoi ? La croissance, c'est la culture. La croissance, c'est être en bonne santé. La croissance, c'est la biodiversité. Je vous assure que si vous mettez un prix sur la biodiversité et que vous maximisez la croissance en termes de biodiversité, vous allez avoir une croissance économique parce que la biodiversité va s'accroître et la valeur des choses va s'accroître. L'erreur de la base des non-économies, c'est de penser que l'économiste, il maximise la croissance du PIB. C'est un non-sens absolu. Le but de l'économie, le seul but de l'économie, c'est celui qu'a défini Chloé Morin, c'est le bien-être. Et la croissance, la maximisation du bien-être. La croissance, la maximisation du bien-être. La croissance, c'est pas la pollution, c'est pas l'augmentation du bien. C'est à nous de redéfinir le bien-être. Et quel est mon problème là-dedans ? Parce que là, je trouve je suis totalement d'accord avec Jean-Marc Jancovici. Mon petit problème, c'est la chose suivante. Je suis un peu perdu. Je dis qu'il n'y a pas de crise sociale. Pour moi, il y a une crise politique. Une crise de représentation politique. Et je pense que la Convention citoyenne, c'est une avancée importante pour ça. Parce que, quand même, qu'on prend du recul, attendez, Trump, il n'a pas été élu ? Bolsonaro, il n'a pas été élu. Boris Johnson n'a pas été élu. Les frères Kaczynski n'ont pas été élus. Viktor Orban n'a pas été élu. Xi Jinping n'a pas énormément de soutien en Chine. Mon problème, c'est pas du tout l'impossibilité d'imposer au capitalisme la conscience environnementale. Pour moi, c'est trouver le moyen politique pour convaincre et créer des majorités pour le faire. Et je pense que pour le faire, il faut se battre non pas en disant il faut sortir la croissance, au contraire, il faut se battre pour une redéfinition compatible avec l'écologie et le bien-être de la croissance, redéfinir des bons indicateurs de croissance. Pour moi, il faut toujours se battre pour la croissance, mais pour la réinventer, la redéfinir dans le sens de la maximisation du bien-être. Pas l'abandonner parce que je peur que les classes moyennes inférieures, finalement, si on oppose fin du monde, fin du mois, etc., qu'il y ait des mauvais réflexes. Au contraire, il faut rendre les deux compatibles et redéfinir la croissance avec des bons indicateurs de bien-être. Ce qu'a défini Chloé Morin, c'est une base d'indicateur dont il travaille, Éloi Laurent, etc. Donc, gardons la croissance, mais orientons l'humanité vers une bonne direction qui est le bien-être, la biodiversité et la préservation des ressources naturelles. Chloé Morin, est-ce que au fond, l'opinion publique croit aujourd'hui encore, et il y a d'autres messages, je vais vous en faire part d'un ou deux au passage,
passage, croient encore à cette notion de croissance. Est-ce que si je faisais un mix énergétique entre ce que messieurs Jancovici et Xavier Rago ont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas parler désormais de contraction verte écologique pour aller vers plus de bien-être, Chloé? Alors, je pense qu'une des questions, c'est exactement ça. C'est quel sens on donne à l'avenir. Donc, c'est vraiment, en fait, tout notre sujet, c'est vraiment un sujet politique avant même d'être un sujet économique et même technique, physique, tout ce qu'on veut. La question, c'est que on raconte à tout le monde depuis des années, voire des décennies, que la croissance, c'est le synonyme du progrès. Et forcément, quand on leur dit il va falloir vivre dans un monde sans croissance, il y a une forme de panique. Du coup, ça pose vraiment un problème sur comment est-ce qu'on pose les débats pour créer du consensus, ou en tout cas des compromis qui permettent de cheminer vers un avenir qui soit désirable, ou en tout cas qui soit pas perçu comme une punition et comme une régression. Et de ce point de vue-là, j'ai l'impression, mais j'aimerais bien avoir la réaction des deux autres débatteurs, c'est en gros... j'ai l'impression qu'on pose mal les débats dans le débat public. Alors, il y a peut-être une responsabilité des médias, mais je pense que c'est plus large. Il y a la responsabilité des politiques. J'ai l'impression que, et notamment ces jours-ci d'ailleurs, c'est assez frappant, on a un espèce de clivage qui s'installe, qui dit que d'un côté, il y a la croissance verte pro-business, en gros, et puis de l'autre côté, il y aurait les décroissants malthusiens punitifs, quoi. Je pense que c'est la pire manière de poser le débat, que c'est empêche de penser. Et du coup, je me disais, c'est plus une question, d'ailleurs, je pense qu'une des questions majeures pour les années qui viennent, c'est comment faire en sorte de mieux poser le débat pour que les gens soient entraînés, en fait, à changer. Alors, débat mal posé, dites-vous, et vous avez sans doute raison, Chloé Morin. Je vous lis ce que nous a écrit Aurélien qui dit « À la réception de la Convention citoyenne pour le climat, Emmanuel Macron, je dis au passage qu'il est en train de commencer son opération de remaniement ministériel, Emmanuel Macron a déclaré « Si nous produisons moins, nous travaillons moins et nous ne pourrions plus financer, c'est une citation du chef de l'État, le modèle social qui est le nôtre. On voit bien, a dit Emmanuel Macron, que le choix de la décroissance n'est pas une réponse aux défis climatiques. » Aurélien nous demande « Qu'en pensez-vous ?» J'ajoute, puisque l'on parle de politique publique, de réorientation de la production, de l'idée de croissance que vous évoquez avec brio tous les trois, ma question à moi aussi, et je compléterai le propos d'Aurélien, c'est comment anticiper au fond, comment ne pas aller là où on nous pousse, c'est-à-dire ce que nous produisons et ce qui nous détruit au passage. J'ai presque envie de rappeler que l'humanité a toujours progressé à coup de catastrophes. Donc, allez, on commence par vous, Jean-Marc Jancovici. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette vision de travailler moins, non pas question, on ne peut plus financer le modèle social. Donc, quelque part, rester sur le même rail et essayer de s'en sortir coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Alors, avant de répondre à votre question, je vais répondre à mon voisin de gauche. Allez-y, votre voisin de gauche qui est Xavier Rago, installé à votre gauche. Pour finir de me mettre d'accord avec lui. En fait, aujourd'hui, la croissance a un contenu normatif, parce que le PIB a une définition normative. Si on se met d'accord pour donner un contenu normatif à autre chose qu'on veut faire croître, je suis très en phase avec ce que vous avez dit. D'accord ? J'ai aucun problème. Moi, j'ai pris le débat de manière scolaire, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle de croissance, c'est croissance du PIB, et le PIB ayant un contenu normatif, je disserte sur ce contenu normatif-là. Si on décide de lui donner un autre contenu normatif, et donc par exemple de raisonner en actif-passif, et dans les actifs, je colle la biodiversité, le climat, etc., on retombe sur ce que Kenneth Boulding avait très bien dit il y a 50 ans, c'est-à-dire qu'à ce moment, maximiser la production au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est de la décroissance. Tout à fait. Je suis d'accord avec ça.
Donc, il suffit de donner un autre contenu normatif à l'objet du débat, et à ce moment, on va s'entendre. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est pourquoi est-ce que le on, tout à l'heure évoqué par Chloé Mohin, sur on a présenté la croissance comme une bonne chose, qui a fait ça? Mais l'essentiel des économistes pendant très longtemps, et encore aujourd'hui. Bon. C'est un peu l'alpha et l'oméga. Hein. Donc Xavier Arago, il est plutôt un ovni dans les économistes que j'ai l'habitude d'entendre. La majeure partie d'entre eux, ils disent la croissance, c'est une très bonne chose, et du reste, c'est pour ça qu'il faut continuer à l'avoir. Bon. Et avec le contenu normatif actuel, c'est au centre du PIB. La troisième raison pour laquelle le monde politique l'adore, et c'est induit dans la question qui a été posée, en fait, c'est que le PIB, c'est la base fiscale. En fait, il faut bien voir que l'essentiel de nos prélèvements obligatoires, c'est une fraction du PIB. Les salaires, c'est une fraction du PIB. L'impôt sur le revenu des entreprises, c'est une fraction du PIB. C'est prélevé sur une fraction du PIB. La TVA, c'est prélevé sur une fraction du PIB. La TICPE, donc la taxe sur les carburants, etc. Donc, en fait, si le PIB se contracte, la base fiscale se contracte. Et comme le monde politique, il n'a en démocratie, confère Tocqueville, comme discours électoral que de vendre du râpe de sucette, un monde dans lequel la quantité de sucettes à distribuer baisse et non pas augmente, ils sont à poil devant. Ils n'ont pas de discours prêt pour ce genre de truc. Et ils n'ont pas le grand projet enthousiaste datant de l'époque des planificateurs, qui en gros est morte avec les gens issus de la dernière guerre. Ils n'ont aucune capacité à enthousiasmer les foules sur un discours planificateur. Ils ont tous un discours de boutiquier. Macron nous parle du déficit, on s'en fout du déficit public. Enfin, allez parler aux gens que vous croisez dans la rue en disant le grand projet de la France c'est de baisser le déficit public, est-ce que ça vous excite? Genre, vous regardez comme si vous parliez grec. Vous dites que tout le monde s'en fiche en fait. Mais les gens, ils incarnent. Ça vous dit quel métier vous allez faire? Ça diminuer le déficit public? Non. Ça vous dit comment vous allez élever vos enfants? Est-ce que vous allez manger ce soir? Est-ce que ça vous dit rien? C'est un truc de nantis parisien de discuter du déficit public, mais c'est pas du tout un truc qui parle aux gens. Donc je suis très d'accord aussi avec ce qu'a dit Chloé Morin. On a un vrai problème de déficit politique dans cette histoire, qui est un déficit de projet. Quand Kennedy a enthousiasmé les gens en disant on va aller sur la Lune, ce qui soit dit en passant demandait plus d'énergie. Il a vendu un projet qui n'était pas un projet économique. Et quand De Gaulle disait l'intendance suivra, il vendait des projets qui n'étaient pas économiques. Ce sont des parts de rêve, mais qui emportent l'adhésion de tous. C'est ça. C'est-à-dire en gros, il faut vendre un défi, il faut vendre un projet, il faut vendre quelque chose qui s'incarne dans le quotidien, qui s'incarne dans le concret. Et aujourd'hui, on a un vrai déficit là-dessus. Et je vais finir sur les médias, parce qu'on tout à l'heure, je dis c'est pas juste un problème de médias, a dit Chloé Morin. Je pense quand même que les médias ont une grande part de responsabilité. Je vais vous prendre un exemple très concret qui montre ça. Les conventionnels de la Convention citoyenne pour le climat, il y a une question que tous vos confrères devraient leur poser, une seule, qui est toutes les mesures que vous proposez aujourd'hui, quelle est la part d'entre elles où vous auriez été à titre personnel opposé il y a 8 mois? D'accord? Et si maintenant vous êtes favorable alors que vous y étiez opposé, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Et moi, je peux vous donner une partie de la réponse. Ce qui les a fait changer d'avis, c'est de découvrir le problème à traiter. Donc, tant que vous n'avez pas une idée claire de l'ampleur du défi, vous n'avez aucune envie de faire... La pédagogie. Et il faut faire, même si ça comporte une part un peu désagréable, la pédagogie du problème à traiter. Sinon, les gens, ils tournent en rond. Mais vous n'avez pas l'impression, encore un mot avec vous, Jean-Marc Jancovici, que cette pédagogie, je ne dis pas ça pour défendre ma boutique médiatique, hein, c'est pas le but, mais je suis moi aussi un consommateur de médias et autres, que les choses progressent malgré tout. Trop lentement. On est dans une course contre la montre, je le répète, et si on doit répéter chaque année la baisse d'émissions qu'on a l'année du Covid, vous comprenez bien qu'on est plus proche de l'économie de guerre et du plan d'urgence que de la gentille progression lente où on continue quand même à ouvrir les 20 heures sur des chiens écrasés. On a quand même un sujet à ce niveau. Xavier Arago, sur ce qu'avait dit Aurélien, hein, cette citation d'Emmanuel Macron autour de la croissance, finalement, il ne faut pas aller vers moins de croissance parce qu'on ne pourra plus financer le modèle social, etc. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a ces normes que définissait à l'instant Jean-Marc Jancovici, cette espèce de doxa, finalement, on est toujours sur la même lecture des choses, les politiques publiques, mais en même temps, le monde réel, qu'est-ce que c'est? C'est d'un côté une très grande pauvreté qui va galopant, et de l'autre, allez au hasard, les transactions financières qui sont une espèce de bulle artificielle, richissime, et au fond, au milieu, il y aurait une règle qui contraindrait la grande partie de l'immense majorité des gens au quotidien, et on n'en sort pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers peut-être plus non pas de décroissance, mais de contraction, plus de réel, et sortir de ce rail de la croissance telle qu'elle est définie par rapport au PIB? Comment on en sort? Comment on en sort? C'est une grande question. C'est pour ça que j'ai pris, pour moi, vous avez bien compris, c'est que, et on va finir d'être d'accord avec Jean-Marc Jancovici. C'est impressionnant d'ailleurs. Hein, ouais, mais je vais même encore plus loin, je vais être un peu brutal, je m'excuse, j'aime pas faire ça. En fait, mon vrai métier, c'est que je suis directeur de recherche au CNRS. Je suis un chercheur, j'ai des thésards, etc. J'enseigne l'économie. Quand une personne vous dit que le but de l'économie, c'est de maximiser le PIB, c'est pas un économiste. N'importe quel économiste vous dira que le but de l'économie, c'est le bien-être.
Et pour moi, c'est fort simple. Quand je vois dans les plateaux télé, je vois les gens, il y a les économistes et pas les économistes. Le but, c'est maximiser le bien-être. C'est quoi le bien-être? Je ne sais pas ce que c'est. C'est les gens qui choisissent leur propre définition du bien-être par les interactions marchandes. C'est essentiel de rappeler ça, que le but de l'économie n'a jamais été de maximiser le PIB. Sinon, c'est une instrumentalisation politique des économistes, pour la raison que vous avez dite. Alors, je vais élaborer maintenant. Comment sortir de cette vision des choses extrêmement rigide, et effectivement, comme a dit Chloé Morin, on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre système. C'est pour ça que dans mon introduction, j'ai pris l'histoire du mouvement social et du mouvement ouvrier et la façon dont on a traité cette question sociale. C'était exactement la même chose. Vous reprenez, il y avait tout, il y avait la notion de propriété, la notion d'efficacité, des valeurs morales, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces différents mouvements, avec le mouvement syndicaliste, avec le mouvement, l'évolution du parti politique, et le mouvement républicain, avec les mouvements religieux, le crédit social, etc., etc., qui a fait que la société a avancé. Moi, ce que je vois, c'est comment on va trouver et quelle est la part de responsabilité de chacun pour faire avancer et former des coalitions politiques stables pour changer le capitalisme. Moi, j'ai deux craintes. J'ai une crainte qui est que le problème soit mal posé et qu'il y a une course de poursuite aujourd'hui avec des projets de droite, d'extrême droite souverainiste qui ont le vent en poupe et, voilà, au niveau international. Et puis un autre projet alternatif qui se redéfinit autour de la question écologique et sociale. Jean-Marc Jancovici avec Shift Project en fait partie dans le monde associatif. Et il y a des expressions politiques dont on a vu la semaine dernière. La question pour chacun, les médias. Moi, je suis pas à dire ça faute des médias, j'y crois pas. Je ne veux pas dévaloriser votre métier, mais vous exprimez des attentes sociales qu'on voit dans les audimat. Si jamais la question écologique intéressait les gens, les médias iraient. Le problème, c'est que ça n'intéresse pas les gens. Comment éduquer les gens? Et on a tous notre part de responsabilité. Oui. Et en tant qu'économiste, c'est quoi ma part de responsabilité? C'est rappeler que le rôle de l'économie, c'est pas maximiser le PIB. Et notre rôle, je pense, c'est de contribuer à redéfinir d'une manière normative la croissance. Et là, il y a une tension parmi les écologistes. C'est par exemple le prix du carbone. Est-ce qu'on met un prix du carbone avec une taxe carbone? Est-ce qu'on utilise les outils de marché pour mettre des prix? Vous n'êtes pas convaincu par ces pistes-là, en fait? Si, je suis plutôt convaincu, mais je pense que le débat est ouvert parce que c'est un débat complexe, parce qu'il y a un courant des écologistes qui dit qu'il ne faut pas mettre des prix parce que c'est marchandiser la nature, c'est dangereux. Il y a un autre courant qui dit qu'il faut mettre des prix parce que ça permet de faire la vérité des choses et changer le fonctionnement de l'économie de marché. Je suis plutôt pour le second, moi. Quand j'ai vu l'histoire de la question sociale, l'histoire du mouvement ouvrier, je pense qu'il faut assumer le fait que la biodiversité, mettons une valeur économique dessus pour redéfinir l'économie avec cette valeur. Donc réinventons une notion de valeur qui mette un prix la biodiversité dans nos agrégats économiques. Xavier Rago, question courte, réponse courte si vous pouvez. Wally Walou nous demande à l'instant, vous ne croyez absolument pas à la 4e révolution industrielle telle que théorisée par Davos du coup? Vous y croyez, vous y croyez pas? Enfin, ça c'est un peu démo, c'est la diffusion des outils numériques pour les optimisations énergétiques et l'optimisation sociale. Oui, bien sûr que j'y crois, mais c'est pas une révolution. C'est pas une révolution, c'est une évolution. C'est une évolution, c'est important. Ça veut dire qu'on peut utiliser la technologie de manière intelligente pour la question environnementale. Ça, on peut le faire, il faut le faire. Mais la question, c'est qu'il faut imposer des réglementations pour le faire. Alors, il nous reste 6 minutes avant le terme. Donc, vous avez, si je calcule bien, 2 minutes chacun à peu près. Je vous couperai. Hein. Chloé Morin, quelle croissance demain? C'est la question qui a été posée au départ. Cet échange était très enrichissant. Qu'est-ce que vous nous diriez, vous? C'est le bien-être. Hein. C'est l'économie. C'est le but de l'économie, disait à l'instant Xavier Rago, c'est le bien-être. Oui, je pense qu'en fait, les solutions, elles existent probablement. On en a eu une bonne démonstration. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Je pense que la plus grande difficulté qu'on aura, elle est démocratique, elle est politique, elle est à la fois dans notre capacité à débattre. Je prends un seul sujet pour faire très vite, mais le nucléaire, par exemple. On a l'impression que chaque fois qu'on met le nucléaire quelque part, les gens chacun rentre dans sa tranchée et qu'il y a plus possibilité de débattre. Donc la solution, il me semble que c'est dans retrouver la capacité de débattre de tous les sujets, y compris ceux qui sont devenus des espèces de totems ou de religions, et retrouver des visions, des responsables politiques qui arrivent à embarquer derrière des visions, et effectivement qui donnent un sens un autre sens à la croissance, en fait. Petit ajout pour vous, il vous reste un peu de temps. Répondez à Pascal qui nous demande, que pensez-vous, Chloé Morin, de l'indice de bonheur national brut du Bhoutan? Un indice de ce type serait-il, selon vous, Chloé, envisageable dans les sociétés européennes? Le bonheur national brut, le BNB, pardonnez-moi.
On a tendance en France à être fasciné par ces indices-là parce que généralement, en fait, sur pas mal d'indices, on est le pays le plus pessimiste du monde. Et donc, c'est un peu notre manière de nous dire l'herbe est plus verte ailleurs. J'ai pas d'avis particulier. Il y a plein d'indices qui peuvent être intéressants, mais je note qu'on a un pessimisme et un déclinisme qui nous sont propres, qui sont sans doute liés à la question précédente d'absence de vision politique. Voilà. Vous avez épuisé votre temps. Philippe Clerc nous écrit qui dit croissance, dit PIB, dit énergie. L'énergie devenant plus incertaine et les urgences climatiques plus prégnantes, n'est-il pas le moment d'adjoindre au PIB conventionnel actuel un PIB non conventionnel, enviable et acceptable, répondant efficacement aux enjeux sociétaux et planétaires? Jean-Marc Jancovici, vous avez presque 2 minutes pour nous dire quelle croissance demain à vos yeux. Alors, moi, je vais le dire autrement. Le PIB était un très bon indicateur pour représenter le progrès dans un monde infini. Pourquoi? Parce que dans un monde infini, les ressources que vous commencez à prélever pour faire des fourchettes et des tables ne gênent pas les stocks résiduels, parce que vos prélèvements sont très faibles par rapport à l'immensité des stocks. Et le fait de se servir de l'environnement comme une poubelle n'est pas un problème non plus, parce que vos rejets sont très faibles par rapport à l'immensité de l'environnement. Donc pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure par Xavier Rago, vous n'avez pas besoin de passer des dotations aux amortissements sur les stocks non renouvelables, et vous n'avez pas besoin de passer des provisions pour risques, pour dommages environnementaux. Donc vous pouvez au premier ordre ignorer tout ce qui relève de l'environnement en disant c'est pas touché par mes activités, je vais créer des trucs en plus qui sont très sympas, des immeubles dans lesquels j'habite, etc. Puis j'ai pas de trucs en moins, donc j'ai pas besoin de m'en occuper. Maintenant qu'on est 8 milliards et qu'on consomme ce qu'on consomme, on peut plus raisonner comme ça. Et donc on est dans un problème d'arbitrage dans lequel un peu plus de fourchettes et d'immeubles se payent de un peu moins d'air pur et de biodiversité et de sécurité et de stabilité pour l'avenir. Bon. Et donc, il faut qu'on fasse des choix. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre les gens pour des adultes et être capable d'éclairer ces choix. Et je trouve que l'exercice de la Convention citoyenne de ce point de vue est très intéressant parce que vous prenez des gens presque ordinaires. Il y a eu un petit biais de dépistage parce que ceux qui voulaient vraiment pas venir, on les a pas forcés à venir. Oui, mais ça aurait été compliqué, oui. Mais vous prenez des gens presque ordinaires et vous voyez qu'en fait, ils font un arbitrage qui consiste à se dire, on accepte l'idée qu'on se serre un peu la ceinture aujourd'hui parce que ça stabilise la société et ça nous donne de l'air et de la perspective. Et l'indicateur suit, en fait. C'est-à-dire, l'indicateur ne précède pas ce genre de choix. L'indicateur, c'est juste une manière de piloter le changement une fois qu'on a décidé de quel changement on avait envie. Et il faut un arbitrage, et je vous cite, en évoluant éventuellement sur telle ou telle option. Il faut qu'ils soient informés. On peut pas arbitrer tant qu'on n'a pas compris où on était. Allez, la conclusion avec vous également, Xavier Rago. Il faut d'autres indicateurs. Mais après, je dirais qu'il ne faut pas croire que l'indicateur résume la politique. Je pense qu'il faut discuter, de construire d'autres indicateurs, et la partie intéressante sera le débat pour savoir ce qu'on met dedans. Et peut-être que la génération suivante va mettre autre chose dans l'indicateur. Donc, dans cette question d'indicateur, il ne faut pas se faire avoir. C'est parce que le PIB était dominant et le PIB, c'est un très mauvais indicateur. Pourquoi? C'est quoi le PIB? C'est produit intérieur brut. Enfin, je vais rappeler aux gens, c'est quoi le brut? Le brut, ça veut dire que dans le PIB, on ne tient pas compte de la destruction du capital en production. Tout économiste le sait, c'est la base de la comptabilité nationale. L'indicateur PIB, par définition, ne tient pas compte de la destruction de capital. Donc, à minima, il faut prendre le produit intérieur net qui tient compte de la destruction du capital, notamment du capital des ressources naturelles. Ça, en tant qu'économiste, on a des milliards d'indicateurs. Celui-là, ça a été l'objet d'un consensus politique dans l'ère productiviste entre les partenaires sociaux pour négocier les fruits de la croissance. Billancourt, il ne faut pas l'oublier, c'est un objet politique, le PIB. Donc la question qui nous est posée, soit on essaie de construire un autre indicateur, soit on essaie d'avoir plusieurs indicateurs pour laisser le débat politique définir c'est quoi notre futur qu'on veut pour nous et notre génération. Il faut ouvrir le débat politique. L'indicateur, c'est un moyen pour le débat politique, c'est pas un substitut au débat politique. Allez, merci à tous les trois. Jean-Marc Jancovici, président du think tank The Shift Project. Passionnant ce que vous nous avez appris aujourd'hui. Xavier Rago, éclairant, président de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Chloé Morin, politologue associée à la Fondation Jean Jaurès, cofondatrice du blog Nos Lendemains et membre des Informés de France Info. Et merci à toutes celles et tous ceux, y compris ceux que je n'ai pas cités, de nous avoir écrit et d'avoir participé à cette passionnante réunion. Merci à tous et bonne journée. Voilà.